La veille de Noël. Je suis rentrée sans prévenir. J'ai trouvé ma fille qui tremblait dehors. Il faisait 0 degré, sans manteau. La famille de mon gendre riait en trinquant au champagne devant la cheminée. J'ai ouvert la porte avec force, ma fille dans les bras, et j'ai dit 7 mots qui ont tout changé. Je suis descendue du taxi. Mes chaussures lourdes se sont enfoncées dans l'épaisse couche de neige devant la maison de ma fille à Annecy, en Haute-Savoie. Le vent glacial fouettait mon visage comme s'il voulait arracher ma peau, me forçant à relever le col de mon manteau. Après tant d'années comme entraîneuse de taekwondo, je pensais être habituée à tous les défis, de la chaleur étouffante du gymnase aux hivers les plus rigoureux. Mais le froid de ce réveillon de Noël me faisait trembler. Je restais là devant la maison illuminée, ressentant un mélange d'émotion et de nervosité. Aujourd'hui, je voulais surprendre Camille. Je voulais voir le sourire radieux de ma petite quand sa mère apparaîtrait soudainement après tant de mois d'absence. Quelques heures plus tôt, j'étais à l'aéroport de Lyon, la sueur encore collée à mon dos après une semaine entière à entraîner l'équipe nationale de taekwondo. Je tirais ma vieille valise, tellement excitée que je pouvais à peine rester immobile, juste en imaginant comment le visage de Camille s'illuminerait en me voyant apparaître par surprise la veille de Noël. Mon cœur battait fort. Elle a toujours été ma lumière depuis son enfance. Mais mon travail comme entraîneuse principale me menait d'un endroit à l'autre, me volant les moments avec Camille. Je me suis assise dans la salle d'attente pour le vol vers Chambéry et j'ai pris mon téléphone pour appeler Camille. L'appel a sonné longtemps. Chaque sonnerie augmentait ma nervosité. Personne n'a répondu. J'ai froncé les sourcils, pensant qu'elle était peut-être occupée à préparer le réveillon avec la famille Dubois. J'ai rappelé encore une fois. Toujours la même chose. Silence. Une inquiétude est entrée dans ma poitrine, comme une tache d'encre qui se répand sur le papier. J'ai envoyé un message. « Maman arrive. Tu es à la maison ?» Je suis restée à regarder l'écran, mais rien n'est apparu. L'avion a atterri à Chambéry quand il faisait déjà nuit. J'ai appelé un taxi et d'une voix rauque de fatigue, j'ai dit « Emmenez-moi à Annecy, rue des Hortensias, numéro 12. » En chemin, la circulation était bloquée. Les rues étaient pleines de gens emmitouflés, avec des manteaux et des écharpes, allant à l'église pour la messe de minuit. Quand la voiture s'est arrêtée à un carrefour, j'ai regardé dehors, et soudain j'ai vu un groupe d'agents de police municipale. J'ai reconnu Lucas, mon ancien élève, des jours où je donnais des cours de taekwondo au gymnase municipal. Il était grand, avec un port ferme dans son uniforme, mais il avait toujours le même sourire bienveillant. J'ai baissé la vitre et crié « Lucas !» Il s'est retourné et ses yeux ont brillé en me reconnaissant. Lucas a couru vers moi. Sa respiration se transformait en vapeur blanche dans l'air froid. « Madame Roselyne, vous êtes revenue ?» Il a dit en ajustant sa casquette. J'ai souri, essayant de dissimuler la fatigue. « Oui, je viens de terminer l'entraînement à Lyon. Vous travaillez toujours à Annecy ?» Lucas a hoché la tête avec un sourire radieux. Mais à ce moment, le visage de Lucas est devenu sérieux. Son sourire a disparu. Une étincelle de doute est passée dans ses yeux, comme s'il voulait dire quelque chose, mais n'osait pas. Un mauvais pressentiment s'est allumé en moi. « Qu'est-ce qu'il y a, Lucas? Un problème ?» J'ai demandé en baissant la voix. Il a secoué la tête, forçant un sourire. « Non, ce n'est rien, madame. C'est juste que c'est bien que vous soyez revenue. » Mais l'inquiétude dans ses yeux était visible. En nous approchant de la maison, j'ai vu par la grande fenêtre la lumière chaude qui sortait du salon où la joyeuse musique de Noël jouait. La chanson « Petit Papa Noël » remplissait l'ambiance. Une longue table couverte d'une nappe rouge brillante s'étendait devant moi, débordant de plats traditionnels. Il y avait une dinde rôtie, des plats de pain perdu fumant, un bol de salade et des verres de vin rouge qui scintillaient sous les lumières. La famille Dubois était toute réunie, trinquant autour de la cheminée allumée. Mais où était Camille? Alors j'ai entendu un bruit, un son faible venant de la véranda. Je me suis retournée et j'ai senti mon cœur s'arrêter. Sous la lumière faible, à côté d'un pot de poinsettia couvert de neige, Camille était recroquevillée sur une vieille chaise en bois. Elle ne portait qu'un chemisier fin. Ses épaules fragiles tremblaient, sans contrôle. J'ai couru vers elle, le cœur battant fort dans ma poitrine.
J'ai enlevé mon manteau et l'ai couverte avec urgence. Ses bras étaient glacés. Camille a levé la tête, ses yeux rougis. « Maman !» Sa voix était si faible qu'elle s'est presque défaite dans l'air. Je l'ai serrée dans mes bras avec force, sentant son corps trembler. Je l'ai prise dans mes bras pendant que ses pantoufles trempées tombaient dans la neige. Mais de l'intérieur de la maison, les rires continuaient à résonner, insouciants et cruels. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Je tenais Camille dans mes bras. Son corps tremblait encore, glacé comme un bloc de glace. Mes mains tremblaient aussi, non seulement à cause du froid qui gelait jusqu'aux os dans cette nuit enneigée à Annecy, mais à cause de la fureur qui brûlait dans ma poitrine. Chaque pas que je faisais vers la porte de la maison des Dubois semblait peser 1000 kilos, mais je ne me suis pas arrêtée. J'ai frappé fort à la porte en bois. Les coups résonnaient fermes, étouffant la musique de Noël qui jouait à l'intérieur. La chanson Vive le vent se répétait comme une moquerie devant la scène douloureuse que je venais de voir. Personne n'est venu ouvrir. J'ai serré les dents et frappé plus fort, comme si je voulais abattre cette porte d'un seul coup. Finalement, la porte s'est ouverte. Madame Françoise était là avec un verre de vin rouge qui se balançait dans sa main, les lèvres peintes d'un rouge intense et brillant sous la lumière. L'odeur d'alcool émanait d'elle, mais sur son visage, il y avait un sourire forcé qui essayait de paraître cordial. « Bonjour, Madame Roselyne. Quelle surprise de vous voir arriver ainsi sans prévenir. » Elle a dit avec une voix mielleuse mais fausse, comme si j'étais une invitée indésirable. « Pourquoi vous n'avez pas prévenu avant pour qu'on vous reçoive comme il se doit ?» J'ai regardé directement dans ses yeux sans me donner la peine de cacher ma colère. « Prévenir avant ?» J'ai grogné, chaque mot sortant comme un sifflement entre les dents. « Si j'avais prévenu, comment aurais-je vu ça? Qu'est-ce que vous avez fait à ma fille ?» J'ai serré Camille plus fort dans mes bras, sentant sa respiration faible contre mon épaule. Françoise a levé un sourcil en regardant Camille dans mes bras. Elle a fait une grimace, comme si elle voyait quelque chose d'irritant. Camille voulait juste sortir prendre un peu d'air frais. Elle a répondu avec un ton plein de mépris. « Ne faites pas tant de scandale, c'est Noël aujourd'hui. Entrez, ne restez pas dans le froid. » Avant que je puisse répondre, Mathieu est apparu derrière sa mère. Sa chemise avait plusieurs boutons d'effet, montrant un air de désintérêt délibéré. Il tenait une bouteille de vin dans la main et m'a lancé un regard défiant. « Maman, ferme la porte. » Il a dit avec un ton arrogant en levant le menton. « Laisse-la dehors pour qu'on voit si elle apprend. Qui vient au réveillon de Noël en se faisant passer pour fragile pour ne pas aider ?» Il a ri d'un rire moqueur, comme s'il avait dit quelque chose de brillant. De l'intérieur de la table, la voix d'Isabelle a résonné acide et venimeuse. C'est exactement ça. Une femme qui ne peut même pas accomplir le devoir de donner la vie. Quelle valeur peut-elle avoir ? Tu es une inutile. Son rire a sonné aiguisé comme un rasoir, se mélangeant au murmure des autres autour de la table. J'ai entendu les 2 enfants d'Isabelle courir vers la véranda, curieux. Ils ont vu Camille dans mes bras et ont commencé à rire en chuchotant entre eux. Tante Camille est punie. Ses voix enfantines étaient innocentes, mais ces mots ont brûlé en moi comme du sel sur une plaie ouverte. Le sang m'est monté à la tête. J'ai forcé mon épaule contre la porte et donné un coup de pied. La porte s'est ouverte avec fracas en frappant le mur et le bruit a fait taire toute la salle. Le vin dans le verre de Françoise s'est agité et a débordé, laissant des taches rouges sur le tapis cher. La musique de Noël s'est arrêtée soudainement. L'air dans la salle est devenu lourd, suffocant, comme si tout l'oxygène avait été aspiré. Je suis entrée au milieu de la salle, portant toujours Camille dans mes bras. Chaque pas que je faisais laissait une trace de neige fondue sur le sol en bois. Tous les regards se sont fixés sur moi. Monsieur Bernard avec le visage froid, Françoise sans son sourire forcé, Isabelle avec les yeux pleins de mépris. Avec soin, j'ai installé Camille sur le canapé et j'ai mis mon écharpe sur ses épaules. Ses mains étaient encore glacées, tremblantes. Je me suis agenouillée en regardant dans ses yeux, essayant de lui transmettre un peu de force. La salle des Dubois était encore illuminée. La cheminée crépitait, mais l'ambiance était dense. Mathieu s'est approché,
le visage rouge à cause de l'alcool et les yeux brillants d'orgueil. Il a baissé la voix avec froideur. « Vous n'avez pas le droit de faire un scandale dans ma maison, Roselyne. » Il a insisté sur les mots « ma maison », comme s'il voulait me rappeler que j'étais une étrangère qui n'appartenait pas ici. Je me suis levée soudainement. J'ai pointé mon doigt directement vers son visage et ma voix a tremblé de fureur. « Je n'ai pas le droit ? Et vous ? Vous avez le droit de jeter ma fille dans le froid, de la laisser presque mourir gelée ?» J'ai senti le sang bouillir dans ma tête. « C'est ça que vous appelez un mari ? C'est ça que vous appelez une famille ?» Monsieur Bernard s'est levé lentement. Il a ajusté son costume et sa voix grave a résonné avec autorité. « Ça suffit, Madame Roselyne, c'est une affaire de famille. Une femme qui ne peut pas donner d'enfant doit apprendre à supporter. C'est la tradition. » Par la fenêtre, j'ai pu voir Lucas debout en silence dans le jardin. Le regard sérieux et le poing fermé montraient qu'il avait entendu toute cette cruauté. J'ai fait un léger signe de tête, un signal pour qu'il n'intervienne pas à ce moment. Mais à l'intérieur de moi, sa présence était un rayon d'espoir. Je savais que je n'étais pas seule. Dans ma tête, les souvenirs de Camille sont venus comme une avalanche. Je me suis souvenu de ces jours où elle m'appelait en pleurant inconsolablement. Chaque fois qu'elle perdait un enfant, le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Avec chaque fausse couche, je sentais son âme se briser en morceaux. Elle avait été une fille douce qui rêvait d'un foyer accueillant, de repas en famille avec son mari et ses enfants, mais la douleur l'avait poussée à plusieurs reprises dans l'abîme de la dépression. J'avais essayé de rester à ses côtés, même si c'était par des appels à distance, mais je n'avais jamais imaginé que la famille Dubois, ceux en qui j'avais eu confiance, traiteraient ma fille de cette manière. J'ai pris mon téléphone de la poche de mon manteau. Ma main tremblait, mais j'ai rapidement composé le numéro du commissariat le plus proche. « Je vais appeler la police. » J'ai dit avec une voix froide comme la glace, bien qu'à l'intérieur je sois un ouragan. « La plainte sera enregistrée. Vous allez payer devant la loi. » J'ai insisté sur chaque mot comme si je les gravais dans l'air, pour que tout le monde sache que je ne plaisantais pas. Mathieu s'est figé. La bouteille de vin est tombée de sa main avec un claquement sur le sol en bois. Le vin rouge a taché le tapis cher. Il m'a regardé avec une lueur de panique dans les yeux, bien qu'il ait essayé de retrouver son attitude de supériorité. « Vous osez ?» Il a crié, mais sa voix tremblait déjà. Monsieur Bernard, qui était resté à regarder avec le visage froid, a fait un pas en avant. Il a ajusté sa cravate et sa voix grave et rauque a résonné avec autorité. « Vous n'avez aucune idée de qui vous défiez, Roselyne. J'ai passé ma vie assis sur le siège de magistrat. J'ai vu les choses les plus horribles de ce monde. Vous pensez qu'un coup de fil va nous faire trembler ?» Il m'a regardé avec des yeux aiguisés comme des couteaux, comme s'il voulait me rappeler que la famille Dubois n'était pas facile à plier. Isabelle de la table a croisé les bras et a donné un sourire moqueur. « Appelez si vous voulez, Madame Roselyne, » elle a dit avec un ton provocateur. « On verra qui ils croiront le plus, une vieille folle ou une famille respectable comme la nôtre. » Camille, encore assise sur le canapé, a tiré ma manche. Sa voix tremblait dans un murmure. « Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je veux juste la paix. » Ses yeux rougis, pleins de peur, semblaient dire qu'elle avait peur que tout empire. Je l'ai regardée, sentant mon cœur se serrer. Je savais qu'elle était effrayée de la vengeance des Dubois, que les humiliations continuent à tomber sur elle. Mais je savais aussi que si je m'arrêtais maintenant, Camille resterait piégée dans cette douleur pour toujours. J'ai serré sa main avec force, essayant de lui transmettre un peu de mon courage. « Tu n'as pas besoin d'avoir peur, » j'ai dit avec une voix basse mais plus ferme. « Je vais te protéger, je te le promets. » Je l'ai prise dans mes bras et je suis sortie sans regarder en arrière. Dans mon dos, j'ai entendu Françoise crier à la domestique de nettoyer le vin renversé sur le tapis. J'ai entendu Mathieu frapper la table avec sa main en murmurant une malédiction. Et puis la voix grave mais pleine de colère de Monsieur Bernard a résonné pendant qu'il appelait quelqu'un. Tous ces bruits étaient comme des flèches se plantant dans mon dos, mais je ne m'en souciais plus. J'ai emmené Camille dans mon petit appartement près du centre d'entraînement national, où j'avais vécu pendant tant d'années comme entraîneuse. L'endroit n'avait rien de luxueux, juste un salon avec un vieux canapé, une cuisine simple dans le coin et quelques photos de famille accrochées au mur.
Mais pour moi, c'était un endroit sûr où je pouvais protéger ma petite des insultes et du froid cruel de la famille Dubois. J'ai installé Camille dans le lit doucement. Elle tremblait encore, bien qu'elle soit déjà enveloppée dans mon manteau épais. J'ai cherché dans l'armoire un vieux pull, je l'ai mis sur elle et j'ai préparé une tasse de chocolat chaud dont l'arôme doux a rempli l'air froid. « Bois, ma fille !» j'ai murmuré en mettant la tasse dans ses mains. Mais elle a juste regardé le chocolat avec des yeux vides, comme si elle ne croyait plus qu'elle méritait un peu de chaleur. Mon téléphone a sonné. C'était Lucas. Sa voix grave et ferme est arrivée par la ligne. « Madame Roselyne, je viens d'enregistrer le dépôt de plainte initial au commissariat, mais je pense que la famille Dubois ne va pas rester tranquille. Ils ont du pouvoir. Vous le savez. Je suis prêt à témoigner si vous avez besoin. » J'ai senti la détermination dans son ton. « Aide-moi à me préparer, Lucas. » J'ai répondu avec une voix brève mais pleine de gratitude. « Ça peut être une longue bataille. » Le lendemain matin, j'ai emmené Camille chez une psychologue au centre-ville, la docteure Lefebvre, une femme plus âgée avec un regard bienveillant. Après avoir parlé avec Camille, elle m'a regardée avec une voix sérieuse et triste. « Elle souffre de dépression sévère, Madame Roselyne. 4 fausses couches ajoutées aux insultes constantes de la famille de son mari l'ont laissée sans confiance en elle. Elle a besoin de repos, de traitement et surtout de se sentir en sécurité. » Ce soir-là, quand Camille dormait déjà, je me suis assise à la table de la cuisine sous la lumière faible qui tombait sur une pile de papier. J'ai entendu un bruit dehors et j'ai vu une enveloppe épaisse glisser sous la porte, silencieuse comme une menace muette. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait une feuille avec des lettres mal écrites à la main. « N'affrontez pas la famille Dubois, à moins que vous ne vouliez finir avec une vie misérable comme celle de votre fille. Rendez-vous. » J'ai senti le sang bouillir en lisant. J'ai serré le papier jusqu'à le transformer en boule et je l'ai jeté avec force dans la poubelle. Cette menace ne m'a pas effrayée. Au contraire, elle m'a donné plus de force. Cette même nuit, j'ai commencé à organiser toutes les preuves de l'argent que j'avais envoyé à Camille pendant les dernières années, les reçus bancaires, les messages avec mes notes affectueuses. Tout était la preuve que j'avais toujours essayé de la soutenir. Les semaines de préparation du dossier sont passées comme un cauchemar sans fin. Chaque nuit, sous la lumière faible de la lampe dans le petit appartement, je révisais feuille après feuille, relisant chaque justificatif de virement, chaque rapport médical de Camille. Ces chiffres et lettres froids étaient la preuve de l'amour que je ressentais pour ma fille, mais aussi un rappel douloureux de tout ce qu'elle avait souffert. Finalement, le premier jour du procès est arrivé et j'ai senti comme si j'entrais sur un tatami de taekwondo. Camille et moi sommes entrés au tribunal judiciaire d'Annecy. Le froid du matin gelait à travers mon manteau épais. Ma main serrait la sienne, remarquant ses doigts glacés trembler dans ma paume. Ses yeux étaient rouges, avec des cernes qui montraient les nuits sans sommeil. Elle baissait la tête comme si elle voulait se cacher des regards. Je me maintenais droite, essayant d'être son soutien, bien qu'à l'intérieur je sois également inquiète. Dans la salle, la famille Dubois était déjà là depuis tôt. Mathieu portait un costume gris avec l'attitude d'un avocat confiant. À côté de lui était Monsieur Bernard, son père, marchant lentement mais avec un regard froid comme un couteau. Il a donné un sourire confiant, comme s'il savait déjà le résultat de ce jour. Dans la rangée des familles, Françoise et Isabelle étaient bien habillées, avec des vêtements élégants, chuchotant de temps en temps, nous lançant des regards. Je sentais l'hostilité dans chaque geste. Lucas était également présent, assis sur le banc des spectateurs avec son uniforme. Il m'a salué d'un léger signe de tête, et son regard ferme était comme une promesse qu'il ne nous abandonnerait pas. Le procès a commencé. Mon avocat, Maître Laurent, s'est levé et a présenté chaque preuve avec clarté. Il a montré les justificatifs de virement que j'avais envoyés à Camille pendant des années, prouvant que je l'avais toujours soutenue, bien que la majeure partie de cet argent ait fini dans les mains de Mathieu. Il a également présenté les dossiers médicaux de Camille avec des notes détaillées de la psychologue sur sa dépression. Après 4 fausses couches ajoutées aux insultes constants de la famille de son mari, Camille n'a pas seulement souffert de dommages physiques, mais elle a aussi été détruite émotionnellement. Laurent a dit avec une voix pleine d'émotion.
Ils l'ont traitée comme une étrangère dans sa propre maison. Ensuite, les jeunes avocats de la famille Dubois se sont levés, et j'ai commencé à sentir comme si l'injustice s'infiltrait dans la salle. L'un d'eux, avec un costume noir brillant, a parlé avec une voix puissante. Camille fait juste semblant d'être malade pour être chouchoutée. La famille Dubois lui a tout donné, du toit et de la nourriture à couvrir tous ses besoins, mais elle n'a pas correspondu. Elle n'a pas rempli ses devoirs comme épouse. Ces mots étaient comme une gifle sur mon visage. Feindre, chouchouter. J'ai fermé les poings avec tant de force que j'ai senti le sang bouillir dans mes veines. Puis Laurent a joué l'enregistrement que Lucas avait fait en secret et la voix de Mathieu a résonné froide et cruelle. Elle fait juste semblant d'être déprimée pour se soustraire à ses obligations. Ensuite, celle de Françoise. Une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, même si elle mange bien, ne sert à rien. Et celle d'Isabelle, sarcastique. Elle ne sait même pas comment donner la vie. La salle du tribunal est restée silencieuse. Seuls des chuchotements étouffés pouvaient être entendus. J'ai regardé Camille et je l'ai vue se recroqueviller, comme si ces mots la traversaient à nouveau. Mais alors l'avocat des Dubois s'est levé et a protesté immédiatement. Cet enregistrement n'est pas légal. Il a été fait sans le consentement des personnes impliquées. Il viole le droit à la vie privée. Le juge a hoché la tête avec une voix sèche. L'enregistrement n'est pas admis comme preuve. J'ai senti comme si le sol s'était ouvert sous mes pieds. L'enregistrement, la preuve la plus claire de la cruauté de la famille Dubois, rejetée juste pour une technicité. Ils ont appelé une témoin, Madame Martine, l'ancienne employée domestique des Dubois. Elle est montée à la barre avec un regard évasif, la voix tremblante. Madame Camille avait l'habitude d'être paresseuse. Elle restait enfermée dans sa chambre toute la journée et négligeait la maison. Je devais tout faire, de cuisiner à nettoyer. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Camille, la même qui préparait avec soin chaque repas, maintenant appelée paresseuse. Je me suis levée soudainement, incapable de me contenir. « Vous mentez. Camille n'a jamais été comme ça. » Mais le juge a frappé avec son marteau et a dit froidement « Silence, s'il vous plaît, c'est un tribunal. » Je me suis rassise avec le cœur battant à 1000 à l'heure, sentant que l'air me manquait. J'ai réussi à regarder M. Bernard et il a souri. Un sourire discret, arrogant, et il a hoché légèrement la tête vers le juge. Une ligne invisible entre eux a glacé ma peau. Quelque chose n'allait pas. Je le sentais avec clarté. Ils avaient préparé ce jour et je n'étais qu'une pièce sur leur échiquier. Après une semaine de procès, des jours interminables et tendus, le jour de la sentence finale est enfin arrivé. J'étais assise dans la salle du tribunal judiciaire d'Annecy, avec la main de Camille entre les miennes, sentant ses doigts froids et tremblants. Pendant toute la semaine, j'avais essayé de rester ferme, mais chaque nuit, en revenant au petit appartement, je sentais mon cœur opprimé par l'angoisse et l'impuissance. Camille était à mes côtés, avec les yeux rougis de tant de nuits sans sommeil, le visage pâle, comme si la vie avait été arrachée d'elle. J'ai serré sa main avec force, essayant de transmettre un peu de courage, bien que je tremblais aussi. Devant nous, Mathieu est entré dans la salle avec un pas altier, ajustant sa cravate comme si c'était juste un jour de plus dans sa vie. Françoise a ajusté sa robe et s'est assise droite, les lèvres peintes d'un rouge foncé, formant un sourire confiant, comme si elle savait déjà le résultat. Isabelle, à côté d'elle, avec un vêtement voyant, nous a regardés avec mépris. Monsieur Bernard, imposant, s'est placé derrière Mathieu avec un regard dur, comme s'il nous rappelait que la famille Dubois avait toujours tout sous contrôle. Lucas était sur le banc des observateurs, toujours avec son uniforme. Ses yeux étaient fermes, mais ne pouvaient pas cacher l'inquiétude. Quand le juge est entré dans la salle, j'ai senti un frisson parcourir mon dos. L'ambiance est devenue lourde, comme si tout le monde attendait un verdict inévitable. Le juge a parlé avec une voix sèche et ferme. Le tribunal accepte la demande de divorce de la requérante Camille et du défendeur Mathieu Dubois. Ces mots ont été comme un éclair d'espoir en moi. Camille a commencé à pleurer. Des larmes silencieuses ont coulé sur ses joues. J'ai serré sa main, lui indiquant de se calmer et de continuer à écouter. Le divorce était ce que je voulais pour Camille, qu'elle puisse échapper à la cage cruelle des Dubois. Mais je savais que cette sentence n'était pas la fin.
Le juge a continué, sa voix monotone, comme s'il lisait un rapport. Cependant, le tribunal ne reconnaît pas les accusations de violence conjugale par manque de preuves légales. Quant aux biens, comme Mathieu Dubois a eu une contribution plus importante dans le maintien du mariage, le tribunal décide que la majeure partie des biens communs lui appartiendra. Ces mots ont été comme un marteau direct dans ma poitrine. J'ai gelé, la respiration coincée dans la gorge. Ne pas reconnaître la violence conjugale, manque de preuves. Je me suis souvenu de l'enregistrement du réveillon de Noël, les mots cruels de Mathieu, de Françoise et d'Isabelle, mais il avait été écarté juste pour une technicité. Et alors j'ai compris. Monsieur Bernard, avec son passé comme magistrat, avec ses profondes connexions dans le système judiciaire. J'ai regardé vers lui et je l'ai vu incliner légèrement la tête avec ce sourire arrogant encore sur les lèvres. Tout était arrangé. Je n'ai plus pu me contenir. Je me suis levé soudainement. Ma voix est sortie étranglée par la colère et la douleur. Vous êtes tellement injuste. Ce n'est pas la justice. Mon cri a résonné dans la salle, laissant tout en silence. Camille a pris ma main avec les yeux pleins de panique, mais je ne me suis pas arrêtée. Vous avez vu comment ils ont traité ma fille, vous avez entendu ce qu'elle a dû supporter, et malgré ça, vous avez le courage de dire qu'il n'y a pas eu de violence? Un garde s'est approché. Sa voix était ferme. Madame, asseyez-vous s'il vous plaît. Sinon, je devrais vous demander de vous retirer. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé le juge, mais il est juste resté là avec le visage inexpressif, comme si mes mots n'avaient aucun poids. Je me suis assise avec les mains tremblantes, sentant que le monde entier s'écroulait sous mes pieds. Mathieu s'est retourné, m'a regardé directement et m'a donné un sourire moqueur. Il a ajusté sa cravate comme s'il venait de gagner une grande victoire. Le juge a frappé avec le marteau. La séance est levée. Tout le monde peut se retirer. Le son du marteau a été comme un point final, mais pour moi c'était juste le début d'une nouvelle douleur. Mathieu a marché lentement vers moi avec l'attitude arrogante de quelqu'un qui vient de conquérir une grande victoire. Il s'est penché près de mon oreille avec un murmure plein de moquerie. « Vous voyez, Roselyne, je vous l'avais dit, n'essayez pas de me résister. Vous n'êtes qu'une vieille inutile. » Il a donné un sourire tordu avec les yeux brillants de triomphe. Ces mots ont été comme de l'essence sur le feu de la colère qui brûlait en moi. Le sang m'est monté à la tête. J'ai fermé le poing avec tant de force que les veines sur mon bras se sont dessinées. J'étais prête à faire quelque chose dont je savais que je regretterais. Mais alors, Lucas s'est avancé soudainement, se plaçant devant moi. Ses yeux prenaient feu, les lèvres serrées, le poing fermé, comme s'il était sur le point de le décharger sur Mathieu. La salle du tribunal s'est agitée. Soudain, les voix ont commencé à résonner. Des flashs d'appareils photo ont illuminé le moment. Soudain, Camille s'est détachée de mon bras, a couru vers lui et s'est agrippée avec force à son bras, pleurant avec une voix étranglée. « Non, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je ne veux pas que maman ni toi ne deveniez des personnes violentes comme lui. Je veux juste la paix. » Son cri a déchiré l'air, et soudain, toute la salle est restée silencieuse. Lucas s'est figé, respirant difficilement, les yeux allumés, qui petit à petit se sont éteints. Son poing a tremblé, durci pendant quelques secondes, puis s'est relâché jusqu'à ce qu'il le baisse lentement. Certains dans la salle ont commencé à sangloter. Mathieu a ajusté sa cravate, s'est retourné et est parti avec des pas pleins de triomphe. Françoise et Isabelle l'ont suivi. Leurs rires froids ont résonné comme un autre couteau planté dans ma poitrine. Dans les jours qui ont suivi le procès, Annecy semblait s'agiter d'un courant souterrain. La presse locale a commencé à parler. Des titres sont apparus en première page. Procès Dubois, la justice a été achetée. J'ai lu ces mots avec le cœur battant fort, comme s'ils étaient la voix de notre propre douleur, celle de Camille et la mienne. Sur les réseaux sociaux, la vidéo qui montrait Camille serrant Lucas dans la salle s'est répandue rapidement. L'image de ma fille, avec les yeux rouges et la voix étranglée, implorant Lucas de ne pas devenir un homme violent, a touché beaucoup de cœurs. Les commentaires se sont remplis d'indignation. La famille Dubois pense qu'elle peut tout manipuler. Camille mérite quelque chose de mieux que ça. Je m'asseyais dans notre petit appartement en lisant ces mots, et je ressentais un peu de réconfort.
Bien que le tribunal nous ait tourné le dos, la voix de la communauté commençait à se mettre du côté de Camille. La famille Dubois, malgré avoir gagné légalement, a commencé à sentir le prix de cette victoire. J'ai entendu que les anciens collègues de M. Bernard murmuraient dans son dos des rumeurs sur comment il avait utilisé son pouvoir pour manipuler la justice. Mathieu, avec le surnom de l'avocat de l'injustice, est devenu la cible de critiques dans des forums en ligne. Le prestige dont la famille se vantait tant vacillait maintenant comme un château de sable emporté par les vagues. Je n'étais pas heureuse de cela, mais je ressentais un peu de justice, pas du tribunal, mais de la voix même du peuple. J'ai emmené Camille vivre avec moi dans mon petit appartement, où il n'y avait que la lumière jaune et chaude des lampes et les photos de famille accrochées au mur. Chaque matin, je me levais tôt et je préparais le petit déjeuner pour elle. Parfois, c'était des tartines avec des œufs brouillés. D'autres fois, juste une assiette d'œufs avec du pain grillé. Camille s'asseyait lentement à la table, serrant une tasse de café chaud, avec un regard fixé sur la fenêtre où la lumière faible du soleil entrait entre les toits d'Annecy. Il y avait des moments où je voyais des larmes silencieuses couler sur ses joues comme des gouttes de pluie. Mais je savais que, bien que lentement, Camille se guérissait. Chaque jour, elle parlait un peu plus et ses yeux ne semblaient plus aussi vides qu'avant. Lucas est devenu une partie essentielle de nos vies. Il venait fréquemment, parfois avec un petit bouquet d'hortensias, d'autres fois avec quelques beignets chauds de la boulangerie du coin. Chaque fois qu'il arrivait, je voyais Camille s'illuminer un peu, comme si sa présence était un remède pour son âme. Un après-midi, Lucas, un peu nerveux, a donné une petite boîte à Camille. À l'intérieur, il y avait un porte-clés en forme d'uniforme de taekwondo, le même symbole que je lui avais enseigné ainsi qu'à mes autres élèves. « Tu n'as pas besoin d'être forte immédiatement », Lucas a dit avec une voix douce mais ferme. « Mais tu peux recommencer petit à petit, comme Madame Roselyne l'a fait. » Camille a pris le porte-clés et restait immobile avec les yeux brillants d'émotion. Elle a serré les lèvres comme si elle essayait de retenir les larmes et a hoché lentement la tête. « Merci », elle a murmuré avec une voix basse mais pleine de sentiments. Un après-midi, quand le coucher de soleil illuminait tout l'appartement, Camille était assise face à Lucas sur le canapé. Elle avait la tête baissée, les mains tordant le bord du pull, la voix tremblante. « Lucas, je ne pourrai peut-être jamais avoir d'enfant. Si ça te déçoit, alors… » Elle s'est arrêtée comme si elle avait peur que ces mots ruinent tout. J'étais dans la cuisine en faisant semblant de laver la vaisselle, mais avec le cœur arrêté en attendant la réponse de Lucas. Il a souri, un sourire affectueux mais ferme. Il a pris les mains de Camille, a regardé directement dans ses yeux et a dit « Je n'ai pas besoin de ça, Camille. Toi seule, tu es déjà une famille pour moi. » Ces mots ont été comme une rafale d'air chaud, dissipant le froid qui était encore dans ma poitrine. Je les ai entendus avec un nœud dans la gorge et la vue embrouillée. Pendant des années, Camille avait été humiliée, traitée comme une épouse ratée, juste parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais maintenant, quelqu'un lui disait qu'elle était suffisante, qu'elle méritait d'être aimée juste pour être qui elle était. Pâques est arrivé et j'ai emmené Camille par la main pour marcher dans le centre d'Annecy, comme quand elle était enfant. Ce jour-là, la place était pleine, avec des rires d'enfants et l'arôme de marron chaud qui sortait des stands. Camille portait un pull léger, les cheveux attachés, et, pour la première fois en plusieurs mois, je l'ai vue sourire. Un sourire radieux, clair, comme le soleil de printemps. « Maman, ces jours me manquent », elle a dit avec une voix douce. « Ça me manque quand tu m'apprenais à faire du flan, quand tu me racontais tes combats de taekwondo. » J'ai souri en serrant sa main avec force. « Ça me manque aussi, ma fille, et je serai toujours là pour créer plus de souvenirs avec toi. » Quand nous nous sommes assises sur un banc en bois en regardant les enfants jouer autour de la fontaine, soudain, je me suis rendu compte d'une vérité simple mais profonde. La justice dans les tribunaux peut être déformée, elle peut être achetée par le pouvoir et l'argent, mais la justice du cœur, l'amour, le respect et la résilience, personne ne peut y toucher. Camille, bien qu'elle ait beaucoup perdu, continue à se retrouver jour après jour, pas à pas. Lucas est apparu avec un sac de beignets de boulangerie encore chaud. Il s'est assis à côté de Camille et les deux ont ri et parlé comme s'ils étaient de vieux amis.
Je les ai regardés avec le cœur plein d'espoir. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.